On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle des tendances de l'industrie dans le monde de l'automobile. On parle beaucoup des véhicules électriques et notre chroniqueur, Jean-François Guay, lui, a mis à l'essai un véhicule à l'hydrogène. Après la tenue de plusieurs salons un peu partout dans le monde, mais principalement ici en Amérique du Nord et à Montréal, les salons de l'auto, parlons des tendances de l'industrie dans le secteur de l'automobile pour 2023 et même à la limite pour les années à venir. On en discute avec notre chroniqueur automobile, joannais et avocat Jean-François Guay. Bonjour et bienvenue. Merci, Éric. Là, on a eu quelques salons dans les dernières semaines, dont celui de Montréal, qui n'était peut-être pas aussi gros que ceux qu'on connaissait avant la pandémie. Non, effectivement, parce que le Salon de l'Auto de Montréal, il y avait seulement 16 marques automobiles, alors que le Salon de Chicago, qui a eu lieu un mois plus tard, avait 28 marques. Donc, ça vous donne une idée, là. Et comment expliquer l'absence des manufacturiers à Montréal? Je vous dirais tout simplement, c'est toujours une question de budget, puis une question aussi de disponibilité des modèles. Si on prend Volkswagen, par exemple, Volkswagen n'avait pas vraiment de nouveautés, sauf le nouveau ID Buzz, qui est une fourgonnette électrique, mais elle n'était pas disponible pour l'installer, pour la présenter au salon. Donc, eux, ils ont préféré passer cette année, passer leur tour. Et cela dit, c'est un peu pareil pour d'autres marques. On pense à Ford, notamment, qui était absent. Mazda, écoutez, il y en a plusieurs. Il n'y avait aucun constructeur allemand, de toute façon. Que ce soit BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Audi. Mais est-ce que vous avez quand même vu ou appris des nouvelles choses? Parce qu'on s'était vu l'automne dernier, au moment du lancement du Guide de l'auto. Arrivent les fameux salons à ce temps-ci de l'année. Ouais. Avez-vous vu des affaires qui n'étaient pas sur le radar, disons, là, que vous avez pu apprendre, là, si on veut? Bien, à Montréal, c'est sûr qu'on a eu, mettons, je ne sais pas, la nouvelle Subaru Impreza 2024. Il y avait aussi, là, moi, une surprise, ça a été la nouvelle génération de la Toyota Prius. Oui, ça, très belle, d'ailleurs. Oui, je ne m'attendais pas à la voir à Montréal. Ouais. Parce qu'en plus, c'est un modèle 2023, c'est pas un modèle 2024. Puis cette voiture-là a été entièrement redessinée. Oui, très jolie. Hein. Et à mon goût, c'est l'une des plus belles voitures actuellement sur le marché. Tout à fait. Et pendant qu'on parle de la Prius, juste peut-être pour les téléspectateurs, la version Prius, hybride rechargeable, l'autonomie passe de 40 km environ à 60 km. Donc, c'est intéressant là, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la Prius Prime. Prius Prime, effectivement. OK. Là, il faut aussi parler, puis on reviendra tantôt un peu sur les tendances de l'industrie, mais je veux qu'on aborde ce sujet-là tout de suite parce que, oui, c'est vrai, on parle beaucoup de l'électricité, les hybrides rechargeables ou les 100 électriques. Bon, visiblement, on s'en va vers ça. Mais il y a aussi Toyota, parce que tu as parlé de Toyota il y a quelques secondes, qui a lancé la Toyota Mirai, qui est un véhicule à l'hydrogène, que tu essaies d'ailleurs en ce moment même. Oui, je l'essaie cette semaine. Et, écoutez, c'est la deuxième génération. Puis on s'entend qu'actuellement, il y a Toyota et Hyundai qui nous offrent des véhicules à propulsion avec une motorisation qui fonctionne à l'hydrogène. Il y a BMW, Mercedes aussi qui dévoilent de temps à autre des concepts, tout ça. Cela dit, écoutez, moi, au niveau de la Mirai, là, c'est une voiture fantastique. Là. Au niveau du design, très belle voiture. Moi, je vous dirais même que le confort, le silence de roulement s'apparente à une Lexus. Par contre, le problème de ce genre de véhicule-là, c'est qu'au Québec, actuellement, il y a une station à Québec. Il y en a une à Trois-Rivières, au centre de recherche sur l'hydrogène. Et il y en a une à Brossard. De temps à autre, c'est une station mobile que Toyota installe au siège régional. Le bureau qui est le long de l'autoroute 10. Là. Exactement. Et cela dit, pour faire le plein, c'est ça qui est compliqué. OK, mais au-delà du fait qu'il est beau et qu'il va bien, là, ça consomme quoi? Ça consomme quoi? Bien, en quantité, on comprend que c'est de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène. Puis, l'hydrogène, c'est pas nouveau, là. Ça existe depuis plusieurs décennies. Là. J'ai même eu, moi, mon parrain travaillait dans cette industrie-là il y a 40 ans, c'est pour dire. Là. Puis à un certain moment, on pensait que ça allait un peu éclore. Or, on est rendu en 2023, puis là, on parle de véhicules à l'hydrogène. Oui. Bien, c'est sûr que le coût d'une station, là, si on regarde les chiffres avant la pandémie, là, ça coûtait à peu près 2,5 millions. Bâtir une station à hydrogène. Donc, déjà là, c'est un frein, parce qu'on s'entend que c'est juste pour une pompe là, à hydrogène, on s'entend. Là. Ça, c'est à part du commerce. Tu sais, mettons une station d'essence qui décide de vendre de l'hydrogène, il va falloir qu'il dépense 2,5 millions. Donc, ça, c'est un... Mais par contre,
en Californie, il y a une quarantaine actuellement de points de service à l'hydrogène. Pour s'alimenter. Pour s'alimenter. Donc, il y a un marché là-bas. C'est pour ça que ce véhicule-là est vendu en Amérique du Nord. Si on va sur le site, admettons, toyota.ca, vous allez voir, il y a 2 versions de la Mirai, mais il n'y a pas de prix. Par contre, vous allez sur le site américain, vous allez voir que c'est 50 000 américains pour la version de base. La version de luxe, c'est 66 000 américains. Mais il y a un marché sur la côte ouest parce qu'il y en a aussi en Colombie-Britannique, quelques-uns. OK. Mais il rentre combien de litres? Ça consomme quoi? C'est quoi les ratios de consommation? Bien, moi, je vous dirais que l'autonomie avec un réservoir, là, c'est 647 km. Pour vous dire combien que ça coûterait la remplir, là, ça, c'est une question à 100 $ que je ne peux pas te répondre parce que je ne connais pas le prix actuellement là, de l'hydrogène. De l'hydrogène. Mais il rentre combien de litres? C'est un réservoir de quoi? Bien, je sais que la seule chose que je peux vous dire, c'est que la grosseur du réservoir a été agrandie par rapport à la génération précédente. Parce que la Mirai que j'essaye, là, la nouvelle génération a été lancée en 2021. Et maintenant, il y a 3 réservoirs au lieu de 2. C'est 3 réservoirs séparés qui sont protégés. Mais disons qu'il rentre 60 litres là, d'hydrogène, là, avec lequel on fait 647 kilos. Ouais. Mais en ce moment, on ne sait pas trop comment ça coûte. Oui, bien, non. Moi, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. Comme je te dis, c'est une question piège. Mais il faudrait voir à Québec comment le litre d'hydrogène se vend. Là. Mais c'est quoi l'avantage? Parce que, bon, tu sais, là, on avait des autos, évidemment, à essence. Ouais. Du diesel, quoique c'est pas mal en train de... C'est au niveau de la pollution, Éric. Ouais. C'est de l'eau, c'est des vapeurs d'eau qui sortent par le tuyau d'échappement. Entre un véhicule à l'hydrogène ou un véhicule 100% électrique? Oui. Moi, je vous dirais, il y a de la place pour les 3 technologies, même les 4. Essence, diesel, quant à moi, électrique et aussi hydrogène. L'hydrogène, on s'entend que ça fait longtemps, comme tu disais, ça fait longtemps qu'on travaille, que ça existe, mais c'est toujours une question de coût. Parce que savoir comment ça fonctionne, là, si je vous donne des explications en gros, c'est que l'hydrogène versus le mécanisme de la voiture va servir à fabriquer de l'électricité. Et l'électricité va être emmagasinée dans une pile à combustible, et cette pile-là va alimenter le moteur électrique. Fait que c'est un moteur électrique? C'est un moteur électrique. Alimenté par une batterie, mais la batterie se fait recharger par... Par le mécanisme à hydrogène qui produit de l'électricité. Donc, c'est sûr que c'est très sophistiqué. C'est plus sophistiqué qu'un véhicule électrique. Là. À la limite, ça ressemble un peu à la Volt. On pourrait faire un parallèle. J'arrondis, là, mais tu comprends le principe. Dans le fond, c'est un moteur électrique. Un moteur à essence. Oui, qui est ça. Qui fabrique de l'électricité comme une génératrice pour alimenter une pile, puis la pile fait fonctionner le moteur à essence. C'est ça. Sauf que dans ce cas-ci, c'est de l'hydrogène. Exactement. Mais c'est le même principe. Oui, c'est le même principe. C'est bruyant? Pas du tout. Non? C'est très silencieux. Il y a un petit bruit, par contre. Au ralenti, par exemple, on entend une espèce de ronronnement qu'on n'entend pas dans un véhicule électrique. Mais là, toi, quand ils te l'ont fourni, ça fait combien de jours que tu l'as? 2 jours. Il était plein? Ils n'ont pas pu la remplir complètement. À cause... Ça devient compliqué, là. À cause de la pression de la pompe, la pompe à hydrogène, tu as 10 000 livres de pression, 5 000 livres, 5 000 livres. En tout cas, cela dit, pour des questions de sécurité, la pompe mobile ne pouvait pas remplir complètement le réservoir. C'est ce qu'on m'a expliqué. Par contre, parce que la capacité de cette pompe-là est de X, là. Je pense que c'est 5 000 ou 7 000 bars, là. Mais si c'était une grosse pompe, là, comme à Québec, par exemple, j'ai l'impression qu'on aurait pu remplir le réservoir au complet. Là, tu l'as depuis 2 jours? Oui. Tu as fait combien de kilos à date? Là? Oh, à peine une 50aine de kilomètres. Et tu dois le retourner quand? En 2 jours. Parce que c'est un essai, c'est pas un essai d'1 semaine. Je comprends. C'est un essai de 4 jours. Mais si j'ai besoin d'hydrogène, ben, je dois aller à Brossard, chez Toyota, puis ils vont remplir le réservoir. OK. Fait que si tu voulais, exemple, dire, OK, je vais aller faire un aller-retour Saint-Jean-Sherbrooke. Je pourrais pas, parce qu'il n'y a pas de pompe à hydrogène à Sherbrooke. Il faut que tu calcules ton affaire. Là, effectivement. Pour avoir assez de carburant pour revenir. Puis en théorie, si j'avais eu 640... Si les réservoirs avaient été tous pleins,
Là, j'aurais eu en théorie une autonomie de 647 km, mais probablement dans les meilleures conditions. On s'entend qu'il Évidemment. y a de la neige, du froid actuellement. Donc... Chauffage, Ouais. etc. Ouais. OK, mais bon, tu dis qu'en Californie ou sur la côte ouest, il y a des endroits pour s'alimenter, il y a des pompes, là, des stations d'hydrogène. Tu penses-tu que ça va finir par arriver sur la côte est? Penses-tu qu'en Europe, ça va se développer? Tu me dis, oui, il y a de la place pour cette technologie-là, mais dans 5-10 ans d'ici, on va se revoir. Est-ce qu'on va se dire, hey, wow, il y a de l'hydrogène partout en Amérique? Ça, c'est une bonne question. Puis les autres constructeurs vont-ils embarquer là-dedans? Bien, il y a Volkswagen, au départ, qui a dit non. Ça, Volkswagen, il y a à peine 2-3 semaines, le président là, en Europe a dit on n'embarque pas dans ce projet-là. Par contre, il faut dire que Volkswagen aussi, il y a des gens à l'interne qui sont plus ou moins d'accord avec la déclaration du président. Mais il faut dire que Volkswagen ont pris un tournage vraiment électrique. D'ici 2025, eux, ils veulent être le plus grand constructeur de véhicules électriques mondialement. Donc, ils ne peuvent pas faire la promotion d'hydrogène à ce moment-là. Mais comme je vous disais tantôt, tu as Mercedes, BMW qui n'ont jamais lancé la serviette, parce que ça fait au moins une trentaine d'années qu'on voit des prototypes. Mais là, il y a des véhicules en chair et en métal, si on veut, en chair et en os. Et c'est la Mirai, puis il y a Hyundai aussi qui a le Nexo. Okay. Mais ça, je n'ai jamais essayé le Nexo. Okay. Bref, on verra ce que ça va donner. C'est intriguant, en fait, parce que, tu sais, il y a 40 ans, on parlait de l'hydrogène, mais on disait « Ah, c'est dangereux, risque d'explosion. » On nous présentait ça comme vraiment quelque chose de « C'est dangereux. » Bon, visiblement, je pense qu'ils ont dû améliorer les processus mais, au fil du temps. Mais, une parenthèse, le gouvernement fédéral, si on va sur le site, admettons, de Ressources Canada, tout ça, vous allez voir que le gouvernement fédéral a des gros projets avec l'hydrogène. Parce que on peut en produire en grande quantité au Québec, au Canada, c'est-à-dire. Et il y a différents hydrogènes. Il y a de l'hydrogène vert, du jaune, du rouge. Revenons aux tendances de l'industrie. Bon, là, on a fait une parenthèse de 10 minutes sur la Toyota Mirai que tu essaies en ce moment, qui est le véhicule à l'hydrogène. Ouais. Revenons aux tendances très contemporaines, là, en 2023, la suite des fameux salons. Là. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur le radar en ce moment, sur les tendances de l'industrie? Bien, c'est sûr que c'est les tendances, c'est les voitures électriques. Ça, on ne s'en cachera pas, mais les véhicules sont très rares en inventaire. Si on regarde les différents manufacturiers, le temps d'attente est aussi long qu'il était l'an dernier, ça n'a pas changé. Par contre, on voit aussi que les manufacturiers abandonnent de plus en plus encore les berlines au profit des VUS. Et je vous dirais aussi que la plupart des manufacturiers sont en train de... ont pratiquement redessiné aussi la gamme complète. On regarde Chevrolet, par exemple. Chevrolet, bien, il y a 3 véhicules électriques qui s'en viennent. Là. En plus de la Bolt, des deux modèles Bolt, vous allez avoir l'Equinox, vous allez avoir aussi le Blazer électrique, vous allez avoir aussi le Silverado électrique, la camionnette. GM fait pareil avec le Sierra électrique. Puis le Trax a été redessiné. Le Trailblazer a été dessiné, soit des petits VUS à essence. Donc, eux autres, ils font beaucoup de remue-ménage là, au niveau de la gamme. Mais cela dit, si on regarde Mazda, par exemple, Mazda, eux, ils ont dévoilé le CX-90. Il est un petit peu plus gros que le CX-9. Le CX-9, il va disparaître pour 2024. Mais avec ça, ils ont dévoilé un nouveau 6 cylindres en ligne. C'est la nouvelle tendance. Là, on abandonne les V6 et les V8 pour des 6 cylindres en ligne. OK, pourquoi? Ben, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est, première des choses, en théorie, un 6 en ligne, ça va consommer un petit peu moins qu'un V6. Par contre, ça va prendre plus d'espace. Et un 6 en ligne aussi, ce qui arrive, c'est un moteur qui va être boulonné sous le capot là, de façon longitudinale et non pas transversale comme un V6. Puis là, tu pouvais adapter ça avec des tractions avant, par exemple. Là, c'est des moteurs qui vont être sur le long. Et ça va faire en sorte, par exemple, que le CX-90 va offrir une tenue de route ou un comportement routier qui va s'apparenter à un véhicule à propulsion. Donc, vous allez avoir un agrément de conduite différent qu'avec un véhicule à traction avant. On a ça chez Mazda. Et aussi, si on regarde chez BMW, le 6 en ligne, le 3 litres turbo, c'est le moteur par excellence chez BMW, mais on assiste à la même chose chez Mercedes. Donc, il y a des nouveaux moteurs, j'oubliais, chez Jeep, le Wagoneer, qui est encore plus gros, le Grand Wagoneer, qui sont encore plus gros que le Grand Cherokee. Il y a un nouveau 6 cylindres en ligne, 3 litres. On appelle le moteur Hurricane.
Et vous allez avoir 2 versions. Moteur d'entrée de base, modèle haut de gamme, qui va développer plus. Ça, c'est une nouvelle tendance. Ça, ces motorisations-là, Éric, vont venir aussi avec des motorisations. Ça va devenir aussi des motorisations hybrides rechargeables. Mais c'est là qu'on en est. Bon. Parlons là, des fameux véhicules électriques, soit l'hybride rechargeable ou les 100 électriques. Pourquoi je veux t'amener là-dessus? Il y a une déclaration, moi, qui m'a fait un peu, pas sursauter, mais un peu surprenante. Prenons le cas de Toyota, ce qu'on a parlé tantôt avec la nouvelle Prius, puis tu parlais de la Toyota Mirai à l'hydrogène. Toyota a été l'un des précurseurs dans les véhicules hybrides. Rappelle-toi, au début des années 2000, personne ne croyait à ça trop. Pourtant, Toyota a foncé là-dedans. Puis c'est vraiment Toyota qui a imposé le rythme à l'égard des véhicules hybrides, puis après ça, hybrides rechargeables. Alors, je regardais, il y a un changement de présidence là, du côté de Toyota. Là, Toyota a créé un véhicule de conformité électrique, là, le BZ4X, là, avec Subaru, mais véhicule dont l'autonomie est correcte. Malheureusement, quand on met le chauffage ou la climatisation, ça ne donne pas les rendements escomptés, contrairement à Hyundai ou à Tesla, où on ne perd pas trop d'autonomie là-dessus. Et là, le nouveau président a dit, écoutez, on a pris du retard, mais là, à partir de 2026, 100 des Lexus vont être électriques. Et éventuellement, va suivre également les modèles Toyota au niveau plus domestique. Qu'est-ce que tu décodes de cette décision-là chez Toyota? Bien, moi, tu vois, Toyota a annoncé aussi l'an dernier qu'il était illusoire de penser que tous les véhicules pourraient être électriques. Parce qu'eux, ils ne pourraient pas suffire à la demande. Ouais. Donc, ils vont avoir encore des véhicules à essence, des véhicules hybrides rechargeables et entièrement électriques. C'est sûr qu'ils vont augmenter l'offre des véhicules électriques. Mais cela dit, ils vont quand même avoir des motorisations hybrides rechargeables au menu, puis hybrides aussi. Tu sais, ce que je disais tantôt, c'est qu'autant où Toyota a été précurseur dans l'hybride, autant où là, ils ont pris du retard un peu dans l'électrique, ils ont fait un peu d'amille-pion par Hyundai et Kia, qui visiblement a beaucoup de modèles. C'est sûr qu'il faut les commander d'avance, tu vas me dire, là, mais quand même, on finit par en avoir. Là. Le leader, actuellement, c'est Hyundai. C'est Hyundai, pas. Parce qu'ils ont 3 modèles. Ils ont la Ioniq 5, la Ioniq 6 qui vient de sortir. Puis la Kona. Le Kona, mais il ne faut pas oublier la gamme Genesis, la gamme de luxe. Et là, vous avez la GV60, la G80 électrifiée, puis vous avez aussi la GV70 électrifiée. Ils vont avoir 6 modèles électriques. Bon. Mais l'autre affaire, c'est que Hyundai et Kia, c'est la même compagnie. En plus. Sauf que là, de ce que j'ai compris, parce que les équivalents existent chez Kia, il y a quelqu'un quelque part qui a décidé qu'on poussait plus la marque Hyundai que la marque Kia, ce qui fait qu'au final, dans le véhicule électrique, il y a plus d'inventaire chez Hyundai qu'il y a de l'inventaire chez Kia. OK. Pourtant, c'est les mêmes véhicules. Là. C'est un choix stratégique, tu vas me dire. Il y a quelqu'un en haut qui a décidé qu'on poussait là. Mais au final, c'est les mêmes véhicules. C'est les mêmes véhicules qui sont présentés au niveau du design puis l'aménagement intérieur, au niveau des suspensions. Bon, je veux t'amener sur quelque chose parce que j'ai vu passer un article en fin de semaine. Je me suis intéressé beaucoup, moi, au sujet des véhicules électriques parce que j'étais moi-même en décision à savoir qu'est-ce que j'allais faire. Je regardais, c'est l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec, qui ont sorti les ventes en 2022. Oui. Tesla Model 3, 6 400. Tesla Model Y, 3 800. Après ça, Hyundai Kona, 3002. Ioniq 5, 2006. Ford Mustang, 2100. La Bolt Chevrolet UEV 2100. La Bolt EV, 1600. Volkswagen ID4, 1200, la Polestar 1000, mais ça commence, là. Ouais. Kia EV6, 639, F-150, 588, Mazda MX-30, là, avec petite autonomie, 580, la e-Transit de Ford 479, la Mini, 300, Nissan Leaf, qui était pourtant dans les premiers, 339, il n'y en a pas. Ouais. La Soul de Kia, 278. La Niro, 222. Volvo XC40, super bon véhicule. Ils en ont vendu 200 l'année passée. La Toyota BZ4X, mais elle vient d'arriver dans le marché, 200. Puis la Volvo C40, 142. Ouais. Donc, morale de cette histoire, tu as Tesla d'un bord, tu as Hyundai. Alors, Tesla domine carrément le marché. Et les actuellement. autres. Et les autres. Et les autres. Puis, de ce que... Là, j'ai pas lu plus haut, mais dans ce papier-là de l'AVEX, le type là, qui a écrit ça, là, je ne me rappelle pas son nom, il disait, dans le fond, livraison de véhicules électriques au Québec, Chevrolet me déçoit parce qu'ils n'en ont pas. Pourtant, la Bolt est super bonne. Ouais. Hyundai m'impressionne et Kia me décourage. Mais Kia, dans le fond, c'est comme je t'expliquais. C'est parce qu'ils ont décidé qu'ils poussaient Hyundai au lieu de pousser Kia dans l'électrique. Mais à la fin de la journée, tu as Tesla qui a vendu. Puis Tesla, tu peux commander ça, tu peux l'avoir en 1 journée ou 3 mois.
Non, c'est sûr. Ils ont des véhicules en Fait inventaire. que Tesla a de l'inventaire, Ouais. qui a moins d'inventaire, mais beaucoup plus que les autres. Oui. Mais il ne faudrait pas négliger. Bien, GM, tu as raison pour la Bolt. Tu sais, c'est surprenant, mais là, ils ont beaucoup de modèles qui s'en viennent. Hein? Puis il y a Cadillac, la Cadillac Lyric. Ouais. Mais j'aime ça que tu me parles de la Bolt parce que j'ai eu à l'essai la Bolt EV puis la EUV. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, la EUV est un petit peu plus grosse. Légèrement. Ah, OK. À peine. Est-ce qu'il y a plus d'autonomie? Pas plus d'autonomie, c'est la même mécanique. OK. Bon. Mais le problème de la Bolt par rapport notamment, je pense, à l'Ioniq 5 que j'ai essayé une après l'autre, c'est le temps de recharge sur une prise de recharge, sur une prise rapide. La Bolt, là, mettons que tu arrives à la prise de recharge rapide, puis tu es à 20-25 ça va grimper rapidement jusqu'à 60 Mais rendu à 60 là, jusqu'à 80 là, ça avance pas. C'est long, c'est long, Ah ouais. c'est long. Alors que la Ioniq, que tu arrives, mettons, à 25 tu vas recharger jusqu'à 80 de façon extrêmement rapide. En continu, là. Ouais. En continu. La Bolt, ils ont fait ça pour... Tu sais, ils ont eu des problèmes, hein, il y a eu des incendies. Peut-être c'est une façon de faire pour éviter qu'il y ait des problèmes. Des surchauffes, Des là. surchauffes. Mais c'est pas le même mécanisme non plus au niveau de la recharge, parce que c'est le véhicule Ouais. qui commande à la borne de recharge le temps de recharge, tu sais, là, qui va calculer l'énergie qui doit être accumulée là, dans les... C'est drôle parce que Attends, hier, j'avais une discussion avec mon beau-frère là-dessus, tu sais, sur les véhicules électriques. Puis on comprend qu'il commence à avoir plus de bornes. Bon, Tesla, en plus, ils ont le borne supercharge à eux. Ouais. Et la question, puis tu vas la trouver intéressante. Le gouvernement, là, ils font de l'argent avec la taxe sur l'essence. Oui. Si les gens consomment moins d'essence dans les 10, 15, 50 prochaines années, Ils vont se reprendre d'une autre façon. ils vont te surprendre sur le tarif de l'électricité? Bien, il va falloir. Puis ça, c'est une autre affaire qu'on ne parle pas souvent, tu sais. Parce que si ils vont pas se reprendre... Mais ça va être plus propre. Oui, ça va être plus propre, Ben, supposément. Ouais. supposément. Mais d'un autre côté, chez nous, en tout cas, parce que nous, c'est l'hydroélectricité. Mais là, ça serait un gros débat parce que tu vois qu'est-ce qui se passe actuellement à Hydro-Québec. Hein, il y a comme un bras de fer entre le gouvernement en place et Hydro-Québec. Probablement qu'ils ne s'entendent pas sur la façon de produire l'électricité, que ce soit des barrages ou des éoliennes, etc., etc. Parce que bâtir des barrages, on s'entend, on ne pourrait pas refaire ce qu'ils ont fait dans les années 50, 60 aujourd'hui, en détournant des rivières, tout ça, là, ça serait compliqué aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'ils vont être obligés d'augmenter l'électricité. Fait que ça va il va y avoir des percussions sur quand vous faites partir votre sécheuse, puis la cuisinière, puis c'est ci, puis c'est ça à la maison, j'imagine. Là. Parce que- Bien, c'est pour ça que, dans le fond, moi, la seule réponse à cette question-là, c'est, bien, nous sommes en transition. Oui, Tu sais, quand le gouvernement parle de transition énergétique, là, bien, on est là-dedans, là. oui. Puis j'ai l'impression que c'est souvent qu'on conduit à l'aveugle. On s'en va à tâtons. Tu sais, on voit qu'est-ce qui s'en vient, puis on voit les conséquences, mais on dirait que les conséquences, des fois, on ne veut pas les voir parce qu'on veut, tu sais, on veut pas faire de pollution, puis ça, je comprends ça. Je le disais tantôt en introduction, au début de l'entrevue, les problèmes d'inventaire. Ouais. Là, on parle des véhicules électriques, mais parlons des véhicules pas juste électriques, au sens large. Ouais. Il y a beaucoup d'inégalités. Tu sais, je vois exemple, là, du côté de Chrysler Jeep, on a de l'inventaire. Même Tesla, bon, Ouais. a de l'inventaire. Hyundai, plus que Kia, a de Ouais. l'inventaire. Ouais. Les Américains, ça dépend. Toyota, Honda, c'est plus difficile. Ça dépend des régions Ça dépend aussi. des régions, puis ça dépend des sortes. Par exemple, une Corolla, tu peux avoir ça vite. Ouais. Si tu commandes d'autres choses, ça peut être plus lent. Qu'en est-il des problèmes d'inventaire actuellement des manufacturiers en Amérique du Nord? Bien, écoutez, c'est sûr que si on regarde juste le niveau, ça n'a pas changé. Ça ne va pas s'améliorer non Et on plus. pensait qu'au printemps, ça allait être mieux, là, qu'à Ouais, avoir des mais autos d'un cours. On a encore de la pensée magique parce que, tu sais, le prix des véhicules augmente aussi. Ça, c'est un autre détail. Les taux d'intérêt vont sûrement augmenter aussi encore. Ça va freiner les ventes. Ça va peut-être permettre d'avoir des inventaires plus intéressants. Mais les inventaires, écoutez, il y a encore une pénurie de pièces. Pénurie de pièces en tout genre, de toute façon. Ouais. Les pièces, les puces électroniques. Puis, comme je vous dis, ça dépend d'une région à l'autre. Puis, il ne faut pas oublier aussi le marché américain. Le marché américain va être privilégié par Mais- rapport à nous autres. Pendant ce temps-là, les cours d'usagers, là, les concessionnaires d'occasion, Oui. n'ont jamais retrouvé non plus leur inventaire du passé, si bien qu'un véhicule usagé, en ce moment, il se vend pas mal plus cher qu'il se vendait il y a 5-6 ans. Là. Oui, je suis Il n'y d'accord. en a pas beaucoup dans les cours, là. Il n'y en a pas beaucoup, mais les prix des véhicules d'occasion aussi ont augmenté beaucoup.
Les gens gardent leur vieille voiture parce qu'ils s'en achètent une neuve, ça coûte cher, puis il n'y en a pas en stock. Par contre, j'ai parlé avec des gens qui font, qui vendent des pick-up aux États-Unis. Parce que tu regarderas chez les concessionnaires, là, la majorité ont beaucoup d'inventaire. Tu me parlais, mettons, chez Chrysler, tu regarderas les RAM, il y a du RAM beaucoup chez les inventaires, en inventaire. Mais on est pris encore avec la même chose qu'il y a au cours des dernières années. Les camionnettes, au Québec, au Canada, ils s'en vont aux États-Unis. Les véhicules d'occasion. Puis, tu sais, l'autre affaire, là, rappelle-toi, là, avant la pandémie, quand tu avais un véhicule de location, là, 3/4 du temps, tu redonnais les clés parce que c'était plus rentable de redonner les clés que de racheter l'auto. Oui. Là, aujourd'hui, les concessions courent après toi pour te l'acheter, puis en plus, tu as de l'équité, puis ils te donnent un chèque. Eh oui. Les gens rachètent le véhicule. Puis ils le vendent dans leur cours d'usager quand même un assez bon prix, et il y a des clients pour ça. Oui, oui. Mais c'est sûr que les gens, moi, je vous dirais, les gens qui ont loué, là, puis là, sont en fin de bail, là, les gens qui ont loué justement avant la pandémie, ou au début de la pandémie, je pense que ces gens-là vont garder leur véhicule parce que le véhicule, il vaut plus cher que... Donc, la morale de cette histoire, c'est vérifier la valeur de votre auto actuellement. Puis là, si vous voulez en acheter un autre, vous êtes mieux de la commander de bonne heure parce que vous ne l'aurez pas demain matin. Oui. Puis regardez les prix, puis regardez les taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt de manufacturier à l'autre, ça varie beaucoup. Et puis s'ils respectent aussi les délais de livraison. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont appelé, ça fait 6 mois qu'ils sont supposés avoir reçu le véhicule, puis ils ne l'ont pas. Oui, puis les prix ne sont pas garantis à cause des délais. Pas tout le temps, en tout cas. Effectivement. Jean-François Guay, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. On va revient après ceci. Célébrons la francophonie dimanche le 19 mars. Il y a un café rencontre organisé par la Société nationale des Québécois, la SNQ, Richelieu-Saint-Laurent. Ça va se tenir du côté de la bibliothèque à Saint-Luc. Prochain rendez-vous, c'est demain.